Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je vous avais promis hier soir qu'il y aurait un retour à froid sur ce match Chelsea-Paris Saint-Germain, mais surtout on va parler du mercato parce que j'ai l'impression que certes, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, que le PSG a été occupé à gérer cette compétition, mais en l'occurrence Luis Campos, il est censé travailler en interne la Coupe du Monde des clubs. Bah ça ne le regarde pas, il est censé se débarrasser des joueurs qui sont en trop dans cet effectif et également s'occuper des retours de prêt puisqu'on voit que certains dossiers sont un peu plus compliqués que prévu et surtout il est censé s'occuper des arrivées. On parlera notamment de Zabarni parce que Zabarni, je suis désolé, ça fait 2 mois qu'on est sur le dossier, il n'y a absolument rien qui avance et c'est une affaire de bonus, de quelques millions et ça commence à sérieusement m'énerver, donc on reviendra là-dessus. Mais juste avant, j'ai envie de revenir sur ce match PSG-Chelsea. Hier soir, j'ai dit que la fatigue était un facteur. La fatigue était un facteur, que le Paris Saint-Germain avait joué énormément de matchs. Chelsea en a joué quasiment pareil, sauf que si on compare le temps de jeu de chaque joueur, de chaque équipe, et ben on se rend compte que le Paris Saint-Germain est à quasiment 50 000 minutes jouées contre Chelsea qui est autour des 40 000. Donc là vous allez me dire, ah ouais, il y a quand même un sacré différentiel. Oui, il y a un gros différentiel. Donc en fait, ce Paris Saint-Germain a joué beaucoup plus de minutes que Chelsea. Donc la fatigue s'est fait beaucoup plus ressentir d'un côté que de l'autre. Donc ça déjà, c'est un premier argument qui est assez irréfutable. Maintenant, comme l'a dit Elton Mokolo dans le Winamax FC, la fatigue n'est pas une excuse. La fatigue n'est pas une excuse parce que oui, Chelsea a joué moins de matchs, mais Chelsea en a joué beaucoup. Et surtout, il a très bien fait de le préciser, le PSG a gagné le titre de Ligue 1 en avril. Le PSG a sécurisé le titre de Ligue 1 en avril. Et aussi, il faut dire que t'aurais pu faire tourner face à Seattle si face à Botafogo, t'avais pas complètement vendu le match. Parce que oui, je suis désolé, il y a un facteur fatigue. Mais face à Botafogo, il y a la fatigue, ok, mais c'est pas parce qu'il y a la fatigue que tu es obligé de perdre le match. Et je suis désolé, normalement, quand tu es la meilleure équipe du monde, tu peux te permettre de faire tourner face à Botafogo et de quand même assurer. Donc, tu aurais pu faire tourner face à Botafogo et gagner le match, et tu aurais du coup pu faire tourner face à Seattle et gagner le match ou alors le perdre. Ça n'aurait absolument rien changé. Donc voilà, un petit peu pour ce qui est de ce PSG qui... voilà, on est d'accord, la fatigue est un facteur, mais ce n'est pas l'unique facteur. Pour autant, les joueurs étaient complètement cramés. Si on revient un petit peu sur les compositions, on voit que voilà, Doué, Dembélé, Kvara, ils avaient les mains sur les genoux. Kvara n'arrivait plus à faire les retours défensifs et Nuno Mendes était complètement laissé pour compte tout seul sur son côté droit. Beraldo a été catastrophique et d'ailleurs lui, on y reviendra. Je voulais commencer à ouvrir son dossier, mais on y reviendra. Au milieu de terrain, João Neves a fait beaucoup d'efforts, mais on voyait quand même qu'il y avait un peu de mal sur la fin. Hakimi également a été en grande difficulté physiquement et face à cette équipe de Chelsea qui a joué avec ses armes, c'est-à-dire un pressing extrêmement intensif, et forcément les joueurs du Paris Saint-Germain ont été bousculés dès le début de la rencontre et se sont retrouvés complètement à sec en termes d'énergie et en termes de volume physique. On était vraiment en dessous. Et donc pour moi, ce mercato, il est important, pas parce qu'on va chercher des titulaires, mais qu'on va chercher des remplaçants. Là, on a 12 joueurs de qualité élite. Oui, j'inclus Barcola dans le lot. Maintenant, il nous en faut 13, 14, voire 15 joueurs de qualité élite qui peuvent rentrer dans cette équipe sans que ça choque absolument personne, tout en ayant le même niveau moyen. Et maintenant, tu as des joueurs, entre guillemets, d'une moins bonne qualité. Ces joueurs-là joueront dans les matchs de Ligue 1 qui seront un petit peu plus faciles, joueront dans des matchs de Coupe de France. Vous m'avez compris, mais on doit avoir vraiment un effectif bien plus étoffé. Et vous voulez que je vous dise, je trouve qu'il vaut mieux que ça tombe à ce moment-là que ça tombe l'année prochaine en Ligue des Champions dans une compétition qui est bien plus prestigieuse et bien plus importante. Ce qui est intéressant également, alors on y reviendra, je ferai une vidéo sur cette équipe de Chelsea, mais Chelsea franchement, j'ai envie de croire à ce projet par rapport à ce que j'ai vu dans le match d'hier soir, mais on y reviendra. Mais en tout cas, très intéressant, le secteur offensif a un niveau moyen qui me semble assez élevé et je pense que cette équipe peut atteindre un plafond très élevé très prochainement. Au milieu de terrain, tu as Enzo Fernandez qui est très bon ainsi que Caicedo, mais tu peux également compter sur des joueurs comme Andrei Santos, comme Romeo Lavia qui n'est pas rentré malheureusement
il est très souvent blessé, mais n'empêche que c'est un joueur de très très haut niveau. Donc voilà, on y reviendra. T'as également Levi Colwill qui est très bon en défense, faudra voir à peut-être mieux l'accompagner. Malo Gusto est un très très bon latéral droit. Reece James est finalement assez bon au milieu de terrain, du moins hier soir je l'ai trouvé bon. À voir si ses performances se reproduiront. Et pour ce qui est de Marc Cucurella sur le côté gauche, pareil, très bon joueur, pour moi il est top 5 à son poste. Donc voilà un petit peu pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui pour moi a vraiment eu de grosses faillites hier soir. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, ça devait tomber à un moment donné. Maintenant, il faut dire aussi que la gestion de la profondeur, ça a toujours été un problème côté Paris Saint-Germain, et on voit que ce problème n'est pas réglé. Il va falloir recruter pour ça. Et il faut dire également que Pacho a ce supplément d'agressivité que n'a absolument pas Beraldo. Beraldo dans les duels est complètement perdu. Pacho dans les duels physiques, je pense notamment face à Joao Pedro, aurait peut-être été moins en difficulté. Il aurait peut-être été plus agressif et serait peut-être sorti plus vite sur Palmer avant que celui-ci puisse marquer ses buts ou du moins prenne le temps de s'ajuster. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, faut pas oublier que le PSG a quand même fait une énorme saison et peu importe ce que diront les Barcelonais, les Madrilènes sur Twitter, nous on a la Ligue des Champions et nous on prend pas 4-0 en Coupe du Monde des clubs. Donc voilà un petit peu pour les petits tacles comme ça à ces équipes qui vivent par procuration, parce que ça commence à sérieusement m'énerver d'avoir des équipes qui attendent que le PSG perde pour exploser de joie, et je pense à des youtubeurs comme Logito, je suis désolé mais c'est pathétique en fait de vivre par procuration comme ça. Alors, revenons un petit peu sur cet effectif du Paris Saint-Germain, qui est un effectif qui malheureusement n'est pas ultra étoffé. J'ai mis la saison 25-26, même si Renato Marine n'est pas encore marqué dans l'effectif, je précise qu'il y est évidemment. Mais on reviendra là-dessus. Mais du coup, pour ce qui est du poste de gardien de but, nous avons Donnarumma, Matvei Safonov, Arnaud Tenas et Renato Marine qui est arrivé cet été en fin de contrat. On a William Pacho, Marquinhos, Beraldo, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe pour cette charnière centrale, même si on peut compter Lucas Hernandez dedans également. Alors William Pacho, Marquinhos, pour moi ce sont tes titulaires, à part si tu recrutes un autre défenseur central, cette fois-ci un droitier, parce que les gauchers, en fait, je sais pas, parce que Beraldo, on a eu des rumeurs de départ. Au final, elles ont été démenties. L'équipe annonce que lui, il veut partir. D'autres annoncent qu'il veut rester. Moi, je vous avoue que Beraldo, j'ai pas envie de le conserver. On y reviendra. Mais pour moi, si tu conserves pas Beraldo, tu peux pas compter sur Presnel Kimpembe. Maintenant, si tu arrives à prendre un Zabarni, par exemple, pour moi, tu peux avoir une charnière très intéressante avec Marquinhos Zabarni ou avec Pacho Zabarni, en fait. Donc, on y reviendra. Mais pour moi, si tu fais partir Beraldo, ça ne doit pas forcément induire une recrue. Parce que pour moi, au poste de défenseur central, tu as quoi qu'il arrive besoin d'un joueur. Et Beraldo, c'est peut-être pas le joueur le plus important. Là, on cherche au poste de défenseur central un joueur qui peut surtout pas simplement dépanner, mais peut-être prendre la place de Marquinhos sur du long terme. Et une fois que Marquinhos sera peut-être un peu plus âgé, là, tu prendras un joueur d'un haut niveau également sur ton banc. Mais pour moi, en fait, on a surtout besoin d'une alternative de très haut niveau à Lucas Beraldo qui, pour moi, n'est pas suffisamment bon. Milan Skriniar, on y reviendra, mais pour moi, son départ est quasiment acté du côté de Fenerbahçe, donc ça, c'est une très bonne chose. Presnel Kimpembe est un joueur qui, malheureusement, je pense, ne retrouvera jamais sa forme physique. Ça va être très compliqué. Peut-être qu'il pourrait être dépanné sur des petits matchs de Ligue 1 un peu plus simples, mais pour le moment, on n'arrive pas à le voir, ne serait-ce que débuter un match ou encore ne serait-ce que rentrer dans un match. Ça me semble très compliqué de lui voir un avenir au Paris Saint-Germain, mais bon, pour l'instant il est dans l'effectif, nous allons le compter. De toute façon, j'ai des gros doutes sur le fait que tu puisses le faire partir. Maintenant sur ce poste d'arrière gauche, malgré le mauvais match de Nuno Mendes hier soir, on est sur probablement le meilleur arrière gauche du monde, faut arrêter les bêtises, faut pas commencer à mettre tout à la poubelle. Nuno Mendes est le meilleur arrière gauche du monde, malheureusement il a une alternative de très mauvaise qualité en la personne de Lucas Hernandez. À voir ce que t'en fais. Personnellement, je vous ai ciblé dans la partie planche tactique comme d'habitude des joueurs qui pourraient jouer à la fois à droite, à la fois à gauche. Donc voilà, il y a certains profils qui pourraient être intéressants si jamais il y a départ de Lucas Hernandez. Je sais qu'apparemment il n'est pas totalement en odeur de santé, que ce soit à la direction mais également auprès de Luis Enrique. Donc à voir ce qui va se passer. En plus c'est un très très gros salaire, mais justement comme c'est un gros salaire, je ne sais pas si tu arriveras à t'en débarrasser. Et au pire des cas il peut t'apporter un supplément d'expérience dans cet effectif. Achraf Hakimi, lui on parle du meilleur arrière droit du monde, il n'y a rien à dire.
et Nordi Mukiele, je pense qu'il devrait partir. Du moins, il revient de son prêt au Bayer Leverkusen. Luis Enrique n'en veut pas parce que c'est un joueur qui sort trop, qui ne fait pas les efforts et qui également a une qualité technique moindre que celle d'Achraf Hakimi. Donc il ne plaît pas au coach. Il s'était bien relancé du côté du Bayer Leverkusen où il avait fait une saison intéressante. À voir si on ne peut pas le vendre peut-être autour des 10 millions d'euros, voire un peu plus. Au milieu de terrain, tu as João Neves, Gabriel Moscardo, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Siny Yolu, Renato Sanchez ainsi que Marco Asensio. Marco Asensio, je le considère comme un faux neuf, un ailier droit ou un milieu de terrain. De toute façon, on ne veut pas le conserver. Apparemment, il pourrait rejoindre son copain Skriniar à Fenerbahçe. Ce serait une très très bonne nouvelle. Et de toute façon, il devrait avoir quelques prétendant en Espagne. Donc je pense que Marco Asensio, vu son prêt plutôt réussi du côté d'Aston Villa, on devrait avoir quelques touches. Renato Sanchez, lui c'est un cas compliqué parce que je comptais, franchement personnellement je comptais sur Benfica pour le garder. Malheureusement il est trop souvent blessé, ils n'arrivent jamais à l'avoir dans une bonne forme physique. Le PSG n'arrive pas non plus à l'avoir dans une bonne forme physique. Et pour moi soit ça repart en prêt, soit t'essaies de rompre son contrat à l'amiable. Moi personnellement j'ai envie de le conserver, j'ai envie d'y croire. C'est un joueur qui, quand il est bon physiquement, a un niveau moyen qui est absolument exceptionnel. Maintenant, à voir ce que Luis Enrique veut en faire. Apparemment, il ne veut pas le conserver. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais on peut considérer Marco Asensio comme quasiment déjà parti. Et Renato Sanchez, ça va être très compliqué de le vendre. Donc, je ne sais même pas si tu peux vraiment le garder dans ton effectif. Peut-être essayer de le retaper avec la réserve. À voir, mais ça va être très compliqué. Sinon, tu as João Neves, Vitinha, titulaire évidemment, ainsi que Fabian Ruiz qui est ton milieu de terrain titulaire. Warren Zaïre-Emery a connu une saison très très compliquée. C'est également un joueur qui vraiment stagne, a du mal à progresser dernièrement. Donc à voir ce qui va se passer pour lui. Mais je vous avoue que j'ai des gros doutes sur sa capacité à potentiellement progresser et à vraiment être bon à l'avenir pour cette équipe, même si moi je suis persuadé qu'il a toujours un certain potentiel. Donc voilà, à voir. De toute façon, moi j'ai envie de le conserver. C'est un jeune joueur qui est très talentueux, mais maintenant il faut qu'il progresse dans les secteurs de jeu où il est le moins bon, notamment la projection, où offensivement je trouve que son jeu est assez faible. Gabriel Moscardo, c'est une véritable inconnue. Il revient de près de Reims. C'est une vraie inconnue parce que tu sais pas vraiment son niveau. À Reims, il a joué assez peu de matchs cette saison. À voir si le PSG veut le conserver pour peut-être certains matchs de Ligue 1 un peu plus faciles. Mais Moscardo, j'ai envie de le compter dans cet effectif. Mais à part si tu fais des recrues au milieu de terrain, pour moi, il a totalement sa place dans la rotation. Et pour ce qui est de Carlos Soler, faut absolument s'en débarrasser. C'est un joueur qui, même à West Ham, n'a pas fait une saison terrible. Je pense qu'il doit avoir quelques petits prétendants en Espagne où il a performé. Donc à voir ce qui va se passer. Mais moi, j'ai envie absolument de m'en débarrasser. C'est un joueur qui a définitivement pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Et Seny Yolu, c'est un joueur sur lequel tu dois compter pour l'avenir, un joueur très talentueux qui a une très bonne qualité technique. Donc lui, tu dois le conserver dans ton milieu de terrain. Il peut jouer milieu de terrain, potentiellement faux neuf. On l'a vu quelques fois, même si ça n'a pas toujours été ultra excellent. Et également au poste d'ailier droit ou d'ailier gauche. Sur les postes offensifs, tu as Gvishak Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé au poste d'avant-centre, Désiré Doué en tant qu'ailier droit. Barcola également peut jouer ailier droit, donc ça, tu as de la chance d'avoir 4 offensifs de très très haut niveau. T'as Lee Kangin qui peut jouer côté droit mais qui peut jouer également au milieu de terrain. Ibrahim Baye qui peut jouer ailier droit et ailier gauche. Et Gonzalo Ramos en avant-centre. Alors, Lee Kangin, je pense qu'il va partir. Il est vraiment pas en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain. C'est pas un joueur sur lequel Luis Enrique compte régulièrement. Ibrahim Baye, c'est un bon jeune joueur. Lui, il faut le conserver, je pense. Ce serait très dur de le prêter ou de le vendre dès maintenant. Je pense que c'est un joueur qui a de certaines qualités, qui a une très bonne qualité technique, qu'on peut faire progresser du côté du PSG. Et en plus, les gars, vraiment, c'est un joueur de ma génération. C'est, voilà, ça fait fou de se dire ça. Ça me fait presque prendre un coup de vieux. Mais voilà, moi j'ai envie d'y croire à ce jeune. Je pense qu'il a un gros talent. Donc voilà. Et Gonzalo Ramos, lui, alors j'ai des gros doutes également sur le fait qu'il soit vraiment en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain. Mais à voir ce que tu peux faire avec lui parce que c'est pas un joueur fondamentalement mauvais. On a vu que il y avait certains matchs où il était capable de marquer, de te sauver entre guillemets quelques rencontres. Ça c'était surtout la saison d'avant. Mais n'empêche que voilà, je pense que tu peux le conserver, il fait pas tâche dans cet effectif, même si peut-être que tu aimerais une alternative de plus haut niveau, mais pour moi, c'est vraiment pas la priorité mercato. Donc pour revenir un petit peu sur cet effectif parisien, tu as tout ça entre guillemets, donc on va virer les joueurs
qui pour moi devront s'en aller. Donc Carlos Soler, ça s'en va. Renato Sanchez, tu vas essayer de t'en débarrasser. Mukiele, tu vas essayer de t'en débarrasser. Milan Skriniar également. Donc tout ça, c'est tous les retours de prêt, donc tu vas essayer de te débarrasser. Asensio également, ça part. Donc tu as à peu près tout ça. Maintenant, quand tu as viré tout ça, bah, tu te dis qu'il y a des joueurs. Bah, ils vont peut-être pas rester. Je pense à Beraldo. Or, lui, je sais vraiment pas trop. Je sais que Beraldo et Hernandez, notamment, ils ont été parfois cités comme des joueurs pouvant être sur le départ. Moscardo, on a des doutes sur le fait qu'il puisse être reprêté. Donc, je vais le mettre là-haut pour les joueurs qui pourraient peut-être être prêtés ou s'en aller. Beraldo également pourrait peut-être faire partie de cette catégorie de joueurs dont tu n'as peut-être pas envie de te débarrasser tout de suite maintenant, définitivement, mais tu as peut-être envie de leur laisser une dernière chance dans des clubs un peu plus faibles, même si Moscardo, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien m'appuyer dessus, à part si tu recrutes au milieu de terrain, et on y reviendra. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de ton effectif, et Lee Kang-in, pour moi, je pense qu'il devrait être vendu, donc voilà. Grosso modo ton effectif. Maintenant on va enlever les remplaçants. Tenas également, je l'ai oublié. Lui il va peut-être être prêté ou vendu, je sais pas encore. Je vais le mettre entre les deux parce que c'est un cas très particulier. C'est un joueur qui n'a pas énormément de temps de jeu. Pourtant il me semble pas mauvais, donc à voir. Donc tu as Safonov et Marine qui pour moi sont deuxième et troisième gardiens derrière Donnarumma. Tu as évidemment Kimpembe, Hernandez qui sont des remplaçants. Et Hakimi, donc ça c'est ton secteur défensif titulaire. Rien à dire là-dessus. Au milieu de terrain, tu as pour moi toujours ce milieu de terrain type qui est d'un très très haut niveau. Sur les postes offensifs, Barcola, je le considère comme un remplaçant parce que je pense que dans la tête de Luis Enrique, c'en est un. Et Gonzalo Ramos également sur le banc. Même si Barcola, on sait qu'il peut démarrer quelques matchs à droite, à gauche. Il a une certaine polyvalence qui lui permet également de jouer avant-centre. Il n'a pas été mauvais quand il l'a été. Donc voilà, tu as quand même un joueur de très très haut niveau également sur ton banc. Pour moi, c'est le 12e homme, entre guillemets, qui peut te faire vraiment beaucoup de différence. Maintenant, sur les recrues, bon bah, tu as pris Renato Marine en troisième gardien parce que tu veux te débarrasser d'Arnaud Tenas, mais tu dois absolument prendre Zabarni pour compléter cette charnière centrale. Surtout si tu fais partir Beraldo, il te faut un joueur qui peut jouer à gauche, à droite, qui peut qui a des qualités assez intéressantes. Dans le duel aérien, il est très bon. C'est un joueur qui est également extrêmement agressif, comme l'est Pacho. C'est un joueur qui physiquement est absolument monstrueux, qui est un très bon tacleur et qui à la relance est assez intéressant et a surtout un très bon jeu long, un peu comme Marquinhos. Donc ça pourrait être très intéressant d'avoir ce joueur qui est en plus de ça assez rapide, qui pourrait à la fois faire l'essuie-glace mais également jouer des duels physiques comme le fait Pacho, ou peut-être se montrer très agressif, contrairement à Marquinhos qui ne l'est pas tant, et on l'a vu d'ailleurs hier soir face à Chelsea. Pour ce qui est du poste de latéral droit, parce qu'on sait que Nuno Mendes, son poste, il peut être doublé par Lucas Hernandez, même si j'ai des gros doutes sur le fait qu'il puisse rester, mais pour l'instant, c'est plutôt comme ça. Mais du coup, ma première idée, c'était Martim Fernandez, le joueur de Porto, qui est un très jeune joueur, un grand crack, un joueur qui est, si je ne me trompe pas, hors top 5 européen, et même si tu comptes le top 5, l'un des latéraux droits qui distribue le plus de passes clés par match. Donc c'est absolument monstrueux, c'est un joueur qui est très bon en termes de créativité, un joueur qui est très offensif et qui pourrait vraiment correspondre au rôle qu'on attend de Achraf Hakimi. Maintenant, si tu fais partir Hernandez, et bah Martin Fernandez, c'est pas un joueur qui peut jouer latéral gauche, mais c'est vraiment pas son rôle. Mais voilà, un petit peu, c'était ma première idée et c'est peut-être le plus cher d'ailleurs de la liste, mais je le trouve très intéressant et à voir ce que Luis Campos veut en faire. Ma deuxième option, c'est Jiveiro Reed de Feyenoord. C'est un joueur qui a de grosses qualités athlétiques, est un joueur qui est très rapide, qui également offensivement est très bon et peut vraiment offensivement apporter beaucoup. Et c'est également un joueur qui peut jouer au poste de latéral gauche. Il peut jouer aux deux postes sans vraiment trop de problèmes. C'est un joueur qui est plus ou moins ambidextre. Donc c'est une très bonne nouvelle. J'ai des gros doutes sur son jeu défensif, mais n'empêche que si tu as besoin d'une petite boule d'énergie, un joueur qui peut aller extrêmement rapidement et exploser dans des phases de contre, ou même dynamiter un petit peu ton jeu dans des phases où c'est un petit peu compliqué, bah, Jiveiro Reed peut être très intéressant et peut être une doublure de très très bon niveau. Maintenant, on a également Diogo Dalot. Alors là, vous allez me dire que c'est un joueur beaucoup plus âgé, oui, factuellement, il a 28 ans si je ne me trompe pas. C'est un joueur qui peut jouer latéral droit, latéral gauche, mais Diogo Dalot, il n'y a pas de réel inconnu comme avec un jeune joueur. Diogo Dalot, on parle d'un joueur confirmé qui, même dans un contexte compliqué à Manchester United, a réussi à briller, à faire de très grosses performances. On est sur un joueur qui peut jouer à droite, à gauche sans problème majeur et qui pour moi pourrait totalement accepter ce rôle de doublure qui est très bon offensivement comme défensivement, donc c'est une très bonne nouvelle. Et on a également le petit Stanisic. Alors Stanisic, je sais que ça va être compliqué d'aller le chercher puisqu'il est au Bayern Munich.
Mais c'est un joueur qui peut jouer arrière droit, arrière gauche et défenseur central. Donc si tu le prends, bah, tu règles énormément de problèmes. Parce que, ok, tu prends Zabarni, mais du coup tu prends Stanisic qui peut également jouer défenseur central, surtout si tu fais partir Beraldo. Donc il peut te compléter ton secteur défensif si jamais tu as vraiment une avalanche de blessures. Tu as un joueur qui peut jouer latéral droit et être une très bonne doublure à Achraf Hakimi. Et tu as un joueur qui peut être latéral gauche et être une très bonne doublure à Nuno Mendes. Donc c'est peut-être mon option préférée, même si on est sur un joueur qui quand même en termes de qualité offensive est bien moins bon que Hakimi et Mendes. Mais voilà, ça peut être un joueur intéressant qui peut te combler pas mal de soucis en cours de saison si tu as des blessés. Et surtout, on rappelle qu'Achraf Hakimi part à la CAN. Donc il te faut absolument un latéral droit. Je crois qu'il rate au moins un match de Ligue des Champions, peut-être même deux. Donc voilà, il faudra absolument trouver un joueur pour remplacer Hakimi, pour être une doublure vraiment intéressante pour ces matchs de Ligue des Champions qui risquent d'être assez importants. Pour ce qui est du milieu de terrain, alors là, j'ai pas mal d'options. Moi, j'ai envie de recruter personnellement parce que tu as besoin de peut-être une dimension physique supplémentaire et tu as surtout besoin de faire tourner. Et surtout que Neves et Ruiz ont plus ou moins des doublures. Maintenant, Vitinha, il en a assez peu. Donc, vous allez me dire que Carlos Baleba, que je vous montre maintenant, ça n'a rien à voir en termes de profil. Oui, j'en suis parfaitement conscient, mais il t'apporte quelque chose qu'on n'a pas du tout au Paris Saint-Germain. Un joueur qui défensivement est une véritable pieuvre, qui est excellent, qui fait énormément d'efforts, qui physiquement est très très costaud, mais qui a également une bonne qualité de relance. C'est également un gaucher, tu n'en as pas dans ton milieu de terrain. Alors tu as Mayoulou, ok, mais grosso modo tu n'as pas de gaucher avec autre que Fabian Ruiz et Mayoulou dans ton milieu de terrain. Le reste c'est des droitiers. Il peut t'apporter des choses très intéressantes par sa qualité de relance, mais également sa qualité de portée de balle. C'est un joueur qui, grâce à sa qualité physique mais également technique, est capable de porter le ballon sur plusieurs mètres. Et vraiment c'est un déménageur, hein, on va pas se mentir. Et donc dans des matchs comme celui face à Chelsea ou au milieu de terrain, tu te fais dominer un petit peu physiquement, notamment face à Caicedo, Baleba il peut t'apporter énormément dans ces duels physiques, peut-être qu'il sera meilleur que Vitinha dans cette capacité-là. Donc moi j'aime beaucoup le joueur, maintenant ça a été un joueur extrêmement cher, ça va coûter au moins 60 millions d'euros parce que Brighton n'en réclamera pas moins. Sinon, tu as Ardon Jachari qui a un profil un petit peu similaire, qui est très bon au milieu, qui est un joueur qui distribue également pas mal de passes clés, un petit peu à l'instar de Vitinha, qui joue beaucoup vers l'avant, qui est un joueur qui défensivement est très bon également, qui physiquement est peut-être un petit peu au-dessus de Vitinha. Je parle de qualité physique dans le sens où on parle de qualité athlétique, dans la qualité à vraiment rester au contact avec d'autres milieux de terrain plus costauds. Jachari est peut-être meilleur, enfin je dirais même il est meilleur dans cette capacité-là, donc il peut t'apporter également. Même si pour le coup on parle d'un joueur de 24 ans qui évolue dans le championnat belge depuis maintenant un bon moment, c'est vrai que s'il était... Enfin, c'est peut-être un biais un peu mauvais de dire ça, mais vous m'avez compris. S'il était vraiment aussi fort que ça, il serait peut-être parti plus tôt. Maintenant, il a été ciblé par le Milan AC. Si le PSG veut absolument le joueur, puisqu'il a été associé pas mal de fois au Paris Saint-Germain, va falloir se dépêcher parce que là, pour le moment, l'AC Milan est vraiment en pole position pour le prendre. Et sinon, on a Ayoub Bouadi qui peut jouer un peu partout également au milieu de terrain. C'est un joueur qui a été très bon du côté de Lille, qui a fait une très belle saison, qui en Ligue des Champions a quand même un match référence face au Real Madrid, qui est un joueur qui défensivement a une énorme qualité, qui également peut se projeter devant, il a une certaine qualité dans ce domaine, qui a une qualité de passe à pas négliger. C'est peut-être techniquement, je dirais, peut-être le moins bon des trois, enfin des deux autres je veux dire, mais... je pense que c'est le joueur le plus brut, entre guillemets. Bon, c'est le plus jeune, vous allez me dire, il vient tout juste d'avoir 18 ans si je ne me trompe pas, ou du moins c'est l'année de ses 18 ans. C'est le joueur le plus brut de la liste. C'est peut-être le joueur qui a, entre guillemets, la plus grosse marge de progression par rapport à un Jachari par exemple, ou à un Baleba, parce qu'il est plus jeune, parce qu'il a énormément progressé cette saison, parce que il a un niveau moyen qui est quand même assez élevé. Maintenant à voir, mais je pense que Luis Enrique pourrait faire des choses très intéressantes avec lui. Et par contre, encore une fois, avec le LOSC, ils vont vouloir faire une belle vente, donc ça peut coûter assez cher. Et maintenant sur les postes offensifs, alors on sait qu'on veut un ailier droit gaucher, c'est pour ça que j'ai ciblé Magnus Akliouche, qui est pour moi une excellente option en doublure à Désiré Doué. Comme tu as Bradley Barcola également qu'on peut considérer comme un joueur pouvant rentrer dans ce 11 titulaire. Barcola il se retrouve à jouer à droite à gauche. Là peut-être que tu pourrais l'installer définitivement sur le côté gauche. Et Gvara qui joue parfois ailier droit sur certaines fins de match, ou Dembélé également. Là tu pourrais avoir un véritable ailier droit en la personne de Magnus Akliouche, un joueur qui pourrait pour moi également jouer au milieu de terrain vu les efforts défensifs qu'il fait. C'est un joueur qui vraiment est très bon
sur sa patte gauche. C'est peut-être pas l'ailier le plus rapide, mais c'est un joueur extrêmement virevoltant, qui a une qualité d'élimination dans le 1 contre 1 qui est absolument monstrueuse, qui a également une grosse qualité de passe, qui a une vision de jeu dingue, et surtout, s'il veut vraiment monter d'un palier par rapport à Monaco, on sait que Monaco, par exemple, par rapport à l'équipe de France, quand on connaît Didier Deschamps, quand on connaît ses critères de sélection, ça peut être un petit peu compliqué d'être sélectionné quand on est un joueur de Monaco. Maintenant, ça pourrait être une très bonne recrue. C'est vrai que c'est un joueur qui commence qui a 23 ans à peu près. Donc, s'il veut vraiment décoller vraiment très haut, ça peut être un petit peu le moment pour lui, le moment de faire le tremplin. Ça fait plusieurs saisons qu'il est très performant du côté de Monaco. En Ligue des Champions, je l'ai trouvé très intéressant. Face au Barça, il fait une très grosse rencontre. Face à Benfica, malgré l'élimination, il avait été très bon. Et globalement, dans la campagne de Ligue des Champions, je l'ai trouvé très intéressant. En Ligue 1, c'est un excellent joueur. Donc pour moi, tu as quand même une valeur sûre en la personne de Magnès Akliouche. Maintenant, si tu veux un joueur qui pour moi a une marge de progression plus élevée, tu prends Rodrigo Mora. Malheureusement, ce n'est pas un gaucher, mais c'est un joueur qui peut jouer ailier droit, ailier gauche, au milieu de terrain en tant que relayeur, en tant que numéro 10, et qui pour moi pourrait également jouer à ce poste à la place d'Ousmane Dembélé, à ce poste de faux neuf, au vu de sa qualité technique. C'est un joueur petit qui fait 1m69 à peu près, qui est un joueur par contre qui est extrêmement technique, qui est très bon dans l'élimination, dans le 1 contre 1, dans le dribble, mais également dans la passe. Il voit de très bonnes passes. C'est un joueur qui est très bon en termes de passes clés, en termes de passes décisives. C'est un joueur qui est également assez décisif, qui marque pas mal de buts, et sa polyvalence pourrait beaucoup plaire à Luis Enrique. C'est un joueur qui vraiment a une certaine également vitesse. C'est un joueur qui a un coup de rein absolument génial, et c'est également un joueur qui fait beaucoup d'efforts défensifs, qui a une vraie appétence pour le jeu défensif. Donc ça peut être très intéressant à regarder. Donc voilà un petit peu pour cet effectif parisien, avec moi ce que j'aimerais voir. Maintenant, s'il y en a un qui veut un 9, alors ça peut être intéressant, mais je sais absolument pas qui mettre au poste de 9. Je sais que ça a parlé de Miko Tadze. Je vous avoue que je suis pas forcément ultra convaincu, mais pourquoi pas. Mais pour moi, si tu prends un 9, ça engendre le départ de Gonzalo Ramos. Donc voilà, pour moi Gonzalo Ramos il pourrait rester. Il fait pas non plus tâche dans cet effectif, même si évidemment on pourrait avoir un joueur de bien meilleur niveau. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. On reparlera du mercato du Paris Saint-Germain évidemment plus tard. Pour l'instant, on a assez peu de rumeurs, mais on y reviendra. J'espère que le dossier Zabarni va se conclure rapidement. Mais voilà un petit peu pour ce qui est de ce Paris Saint-Germain qui pour moi doit vraiment recruter et améliorer son banc et doit étoffer son effectif. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.